Eh bien, bonjour à tous. Alors, je suis ravi d'avoir été promu comme spécialiste du métaverse français. Donc, la barre a été mise assez haute. Donc, effectivement, comme ça vient d'être dit, j'ai plusieurs casquettes. J'ai une casquette d'entrepreneur avec une société que j'ai fondée il y a un petit peu plus de 12 ans, qui est spécialisée dans l'innovation industrielle et technologique, que j'ai cédée il y a 2 ans pendant le premier confinement. En fait, on a signé le deal pendant le premier confinement. Au cabinet de conseil en stratégie qui s'appelle Arthur Day Little, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est le plus ancien cabinet de conseil en stratégie au monde, 135 ans. Et au passage, je suis devenu le directeur scientifique de ce cabinet, avec la mission de créer un nouveau département qui est à la croisée de la stratégie et de la technologie. Et donc, on s'empare de sujets technologiques qui sont encore sur des degrés de maturité relativement faibles, mais qui se développent très vite et qui sont susceptibles d'avoir un impact très important, à la fois sur le business, mais également sur la société. Donc, on s'intéresse également à tout ce qui peut être externalité positive ou négative sur la société. Donc ça, c'est ma deuxième casquette. Et puis enfin, j'ai aussi un pied dans le monde académique. J'enseigne des thématiques autour du management de l'innovation et puis de la transformation digitale dans plusieurs écoles de commerce et d'ingénieurs, et plutôt à des niveaux exécutifs. Je vous raconte tout ça parce que, en fait, j'essaie d'avoir le plus possible une vision un petit peu 360 de ces sujets technologiques, pas uniquement regarder la partie techno, mais aussi regarder ce que ça veut dire d'un point de vue business et puis de ce que ça peut vouloir dire d'un point de vue sociétal. Et puis, on essaie de compléter cette vision aussi au niveau de l'institut que je suis en train de créer, donc pour Arthur Day Little, compléter cela avec des regards qui vont être un petit peu plus atypiques dans le monde corporate, parce qu'on n'hésite pas à solliciter des philosophes, des anthropologues, voire des artistes. Et vous avez là sur la petite figure qui est derrière, c'est un artiste avec lequel on travaille, qui a fait cette illustration pour la grande étude qu'on est en train de mener sur le métaverse. Bref, je vais commencer en vous posant une petite question. Qui parmi vous a vu le film Ready Player One? Levez la main ceux qui ont vu ce film. D'accord, donc on a à peu près un tiers de la salle, donc vous savez à peu près déjà tout sur le métaverse. Vous pouvez sortir. Les autres qui n'ont pas vu le film, restez avec moi parce qu'on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Je plaisante, hein. Au cas où vous n'auriez pas compris, on va essayer bien évidemment d'aller un tout petit peu au-delà du buzz et puis au-delà des choses qui font un petit peu fantasmer autour du métaverse. Je voudrais partager avec vous une petite anecdote. Je ne sais pas si c'est des choses que vous avez pu vivre ou pas, mais donc, comme cela a été dit tout à l'heure en introduction, j'ai commencé ma carrière il y a 20 ans travaillant sur certaines des briques du métaverse. J'ai commencé dans la réalité virtuelle et à la fois sur des sujets software et des sujets hardware. Donc, c'est des sujets qui m'intéressent et qui me passionnent depuis très longtemps. Mais j'ai eu une sorte de déclic il y a 2 ans. On était tous confinés, rappelez-vous. Et c'était un mercredi après-midi et on travaillait tous les 4, ma femme et puis mes 2 filles jumelles à la maison. Et chez nous, à la maison, on est plutôt strict sur tout ce qui est écran, tablette, etc. avec les enfants. Et on était un petit peu plus souple pendant le confinement parce qu'il fallait qu'on puisse aussi travailler en paix par moment, en particulier le mercredi après-midi. Et il y a un mercredi en particulier, mes filles avaient passé une bonne partie de l'après-midi sur les écrans, et à un moment donné, j'ai dit bon, écoutez, ça suffit, vous posez les écrans et vous faites autre chose. Et là, il y en a une des 2 qui me répond, mais papa, on n'est pas sur nos écrans, on est en train de jouer à cache-cache avec nos amis. On est en train de jouer à cache-cache avec nos amis. Et là, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, en fait. Elles sont bloquées à la maison, et elles sont en train de reproduire des usages qu'elles feraient in real life, dans la vie réelle, mais dans la mesure où elles sont bloquées à la maison, elles reproduisent ces usages dans des mondes synthétiques. Et là, je me suis dit, mais tiens, est-ce que c'est juste mes filles ou est-ce qu'il y a vraiment il est en train de se passer quelque chose? Et là, j'ai commencé à fouiner et je me suis rendu compte qu'il y avait une très très forte accélération au niveau de l'adoption de ce type d'outils, de plateformes, de mondes synthétiques chez les jeunes générations, les générations Z, génération A, mais aussi de manière plus générale dans l'ensemble des générations.
Voilà, donc ça a été vraiment un peu une sorte de déclic. Il se trouve que par ailleurs, je dirige aujourd'hui une grande étude qu'on est en train de mener chez Arthur D. Little sur le métaverse, bon, vraiment pour aller au-delà de cette intuition et de cette anecdote. Et je vais partager avec vous quelques-uns des éléments. N'hésitez pas à réagir, c'est un travail qui est en cours. Donc voilà quelques éléments. Alors déjà, une chose qui est intéressante, je trouve, c'est que le métaverse, c'est pas un concept qui est nouveau. C'est même très très ancien. Dans la science-fiction, pour commencer, ça a plus de 40 ans. Je vous ai mis ici quelques illustrations, et en particulier, il y a des nouvelles, il y a des livres, il y a des films. Et en particulier, il y a la plus vieille nouvelle que j'ai pu retrouver sur le sujet, qui s'appelle Web of Angels. Ça date des années 80, début des années 80. Et ce qui est marrant, c'est qu'on parlait déjà de personnes interconnectées qui interagissent et qui vivent des expériences dans des univers virtuels et synthétiques, alors même que le web n'existait pas. Internet existait, mais le web n'existait pas encore. Il n'y avait pas encore toutes les interfaces graphiques, etc. Un autre exemple dont vous avez inévitablement pas entendu parler, c'est Snow Crash, qui est un de mes livres de science-fiction favoris d'ailleurs, qui a été écrit par Neil Stephenson, qui est le gars qui a inventé le terme métaverse. Ensuite, il y a eu plein d'autres choses, Permutation City, Matrix et plein d'autres que vous connaissez aussi bien que moi. Donc ça existe depuis 40 ans dans la science-fiction, et ça existe aussi depuis au moins 20 ans dans le monde réel, si tant est qu'on puisse parler de monde réel quand on parle de métaverse. Il y a eu de nombreuses initiatives depuis une vingtaine d'années pour essayer de créer des mondes synthétiques, virtuels, dans lesquels on peut avoir toutes sortes d'expériences, de socialisation, de jeux, de collaboration, etc. La plus ancienne initiative dont j'ai connaissance, il y en a peut-être d'autres, c'est Active Worlds. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça n'existe plus. Des choses qui sont aussi relativement anciennes, dont vous avez sans doute entendu parler, comme des choses comme Second Life. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une très très forte accélération ces 2-3 dernières années, et même, on va dire plus spécifiquement, 2 dernières années. Très forte accélération qui est visible à la fois au niveau des annonces qui sont faites, qui sont visibles au niveau des entreprises qui sont créées, des investissements qui sont faits. C'est des dizaines de milliards de dollars qui sont injectés sur toutes ces choses-là. Et je reviendrai là-dessus dans un petit moment. Et il y a eu on va dire la prise de conscience un petit peu généralisée, ou alors le commun des mortels a entendu parler du métaverse, peut-être pour la première fois au moment où Facebook a commencé à faire ses annonces. Ça a commencé en 2014, quand Facebook a racheté Oculus, qui développe des casques de réalité virtuelle. Plus récemment, sur 2021, il y a eu des annonces qui ont été dans un premier temps faites par Mark Zuckerberg en tant que personne, qui a expliqué à qui voulait bien l'entendre qu'il imaginait Facebook être dans le futur non plus un réseau social, mais un métaverse. Et je reviendrai sur ce que ça veut dire tout à l'heure. Et puis par la suite, il y a eu toutes les annonces corporate du groupe Facebook, que ce soit par le lancement de leur solution de travail collaboratif Horizon Workrooms, que ce soit avec le changement de nom, qui est vraiment l'annonce qui a fait le plus de bruit, la création future de 10 000 emplois pour implémenter la vision du métaverse, etc. Donc il y a eu vraiment, c'est à ce moment-là qu'il y a eu, on va dire, la majorité des gens ont entendu parler du métaverse. Alors, pourquoi ? La question, c'est vraiment pourquoi est-ce que depuis 2 ans, on en entend parler beaucoup plus. Quelles sont les raisons ? Qu'est-ce qui fait que c'est possible maintenant ? Ça sera des premiers volets de ce que je vais raconter. Deuxième volet, je partagerai avec vous des convictions qui ont à voir avec le marché, la dynamique du marché et son évolution future. Je pense que c'est, après avoir discuté avec un très grand nombre d'experts, que ce soit des corporates, des startups, des investisseurs, etc. Je me suis forgé une conviction qui n'était peut-être pas forcément la même il y a 1 an. Je me posais encore la question, est-ce que ça va être un hype ? Est-ce qu'il y a une bulle qui va éclater, etc. Mais là, j'ai fini par me convaincre que c'est une révolution qui est au moins de l'ordre de celle que le smartphone a amenée, en termes de nouveaux usages. Et j'irais presque jusqu'à dire que c'est une révolution qui est de l'ordre de celle de l'avènement du web à la fin des années 90. Et puis enfin, je terminerai par quelques
questions, sinon stratégiques, au moins importantes, qu'on peut d'ores et déjà se poser en tant qu'entreprise, et puis aussi on va dire, quelques éléments sur comment on peut commencer à apporter des réponses à ces questions. Voilà un peu le programme. Donc déjà, je voudrais commencer par qu'est-ce que c'est que le métaverse? Parce que tout le monde y va de sa définition, et en particulier les grandes entreprises qui mènent la danse au niveau mondial ont toutes des visions avec certaines zones de convergence, mais aussi avec des petites différences, des divergences, etc. Et donc je voudrais vous proposer la définition que nous donnons du métaverse. Donc le métaverse, déjà, c'est la future version du web, future version d'Internet. J'insiste là-dessus parce que ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas juste une collection de plateformes, d'applications, etc. C'est vraiment une évolution d'Internet dans laquelle on va avoir un effacement progressif des frontières entre le monde réel et le monde virtuel. Ce que ça veut dire, c'est que petit à petit, le monde réel va devenir l'écran, si vous voulez, sur lequel on superpose une ou plusieurs couches de données, d'informations, de représentations. Donc, future version du web, et qui se trouve à la convergence de 3 industries, celle du gaming qui apporte tout ce qui est les espaces immersifs, etc. Et ce qui est vraiment passionnant, c'est que l'industrie du gaming a été assez largement ignorée par le reste du monde, et il y a une prise de conscience généralisée que l'industrie du gaming va apporter énormément de choses dans tous les autres secteurs. Donc, industrie du gaming, tout ce qui est outils de collaboration, de travail à distance, etc. Donc ça, ce sont les acteurs tels que Microsoft, Zoom et compagnie, et beaucoup d'autres. Et puis enfin, convergence également avec toutes les plateformes sociales, les réseaux sociaux, Meta parmi beaucoup d'autres. Voilà pour la définition que je vous propose pour le métaverse. Alors, il y a une question peut-être ? J'ai cru entendre. Alors maintenant, pourquoi est-ce que ça arrive maintenant ? Il y a 3 ingrédients qui sont, à mon avis, et cet avis est pas juste une intuition, c'est quelque chose qui est étayé sur pas mal de recherches qui ont été effectuées et beaucoup de discussions avec des experts. Il y a 3 ingrédients qui sont réunis pour la première fois entre eux. Et puis par ailleurs, il y a un certain nombre de tendances qui étaient déjà à l'œuvre, tendances technologiques et des tendances d'usage, et certains acteurs veulent accélérer la progression de ces tendances. Ces acteurs, je les ai mentionnés juste précédemment, ça vient des 3 industries que j'ai mentionnées précédemment, et on est venu mettre un peu le concept de métaverse autour de toutes ces tendances-là, avec la volonté d'accélérer la progression, l'adoption d'usage, le développement de ces technologies, les financements, etc. Donc les 3 ingrédients qui sont pour la première fois réunis sont les suivants. Le premier, c'est la base d'utilisateurs. Il y a une explosion du nombre d'utilisateurs de monde synthétique. C'est vrai quasiment toutes générations confondues, et c'est encore plus vrai pour les jeunes générations, génération Z, génération A, les gens qui sont aujourd'hui des adolescents, des préadolescents. Il y a plus de la moitié des adolescents qui jouent à Roblox. C'est absolument énorme. Je reviendrai sur ce que c'est Roblox si vous ne connaissez pas. Ici, l'illustration qui est mise, vous en avez peut-être entendu parler, on avait vu ça un peu partout dans les médias il y a un petit peu moins de 2 ans. C'était un concert de Travis Scott. Qui connaît Travis Scott dans la salle ? Ok, donc il y a quelques fans. Moi, je ne connaissais pas du tout. Hein. Je ne savais pas ce que c'est. Je ne le connaissais pas, mais donc qui a donné un concert à l'intérieur de Fortnite. Fortnite qui est connu pour être un jeu vidéo devant 12 millions de personnes. Et ça illustre le fait que l'industrie du jeu vidéo, il y a une part de plus en plus importante de son chiffre d'affaires qui n'est pas du jeu vidéo. Ce sont des expériences non-gaming, de plus en plus, de la socialisation, participer à des concerts, retrouver ses potes, etc. D'accord ? Un autre exemple ici, c'est celui de... Alors j'ai l'écran qui clignote et je perds l'image de temps en temps. C'est celui de Roblox. Je vous ai mis l'évolution à la fois du chiffre d'affaires de Roblox. Qui connaît Roblox dans la salle ? D'accord, donc un petit tiers. Donc je reviendrai sur ce que c'est, mais en attendant, vous pouvez vous dire que c'est une sorte de jeu vidéo pour ados. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais je vais y revenir dans un instant. Donc Roblox, c'est
plus de 55 millions d'utilisateurs journaliers. Et l'année dernière, 2021, un chiffre d'affaires de 2 milliards, qui est uniquement en vendant des assets virtuels. Pour, par exemple, customiser son avatar, donc des oreilles de lapin, trucs comme ça. Donc c'est extrêmement impressionnant, et aussi ce qui est très très impressionnant, c'est pas seulement le chiffre en absolu, parce que bon, 2 milliards ça peut paraître beaucoup, mais en fait c'est pas grand chose par rapport à l'industrie du jeu vidéo qui est de 300 milliards. Ce qui est intéressant, c'est la dynamique, la vitesse à laquelle le nombre d'utilisateurs et la vitesse à laquelle le chiffre d'affaires se développe. Donc il y a une très forte augmentation du nombre d'utilisateurs de ces univers synthétiques. Deuxième ingrédient, c'est l'avènement de la partie logicielle, et en particulier de plateformes que j'appelle des plateformes d'infrastructure. Je vous ai dit tout à l'heure, Roblox, c'est un jeu vidéo pour ados, pré-ados. Et en fait, Roblox, c'est pas un jeu vidéo. Roblox est une plateforme qui permet, d'un côté de la plateforme, à des utilisateurs effectivement de jouer à des jeux vidéo, de retrouver ses amis pour socialiser, pour écouter des concerts, pour écouter de la musique, etc. Et de l'autre côté de la plateforme, c'est un environnement de développement qui permet à des tiers, que ce soit des individus ou des entreprises, qui leur permet de développer des nouvelles expériences. Nouvelles expériences qui peuvent être de tout ordre. Ça peut être développer, je ne sais pas, une salle dans laquelle on va retrouver ses potes, ça peut être développer un jeu, ça peut être développer des objets virtuels, ça peut être, il y a quelques jours, il y a un partenariat entre Roblox et Deezer qui a été annoncé, ce qui est très très intéressant. Ça veut dire, donc Deezer, vous connaissez tous, hein, c'est la plateforme de streaming de musique. Maintenant, les ados peuvent retrouver leurs amis dans Roblox et en même temps écouter de la musique de manière partagée, etc. Donc c'est vraiment créer des expériences sociales à l'intérieur de ces univers synthétiques. Et tous ces acteurs qui mènent la danse, que ce soit dans le domaine du jeu vidéo ou des autres industries dont j'ai parlé tout à l'heure, investissent énormément d'argent. Epic Games, donc l'éditeur de Fortnite, a annoncé l'année dernière avoir levé 1 milliard pour implémenter sa vision du métaverse. Ils viennent de relever un autre milliard cette année pour aller encore plus loin. Et ce qui est intéressant dans ces levées de fonds, c'est aussi les acteurs qui sont derrière les investissements. La moitié du deuxième investissement dont je viens de parler a été financé par Sony, et l'autre partie par la holding et société d'investissement qui est derrière le groupe Lego. Donc c'est aussi assez intéressant de voir les mouvements d'acteurs qui sont en train de s'opérer dans les coulisses. Donc ça, c'est le deuxième ingrédient, c'est la couche logicielle et puis les mouvements des acteurs qui sont derrière. Troisième ingrédient, c'est bien sûr la partie hardware. Alors sur la partie hardware, ça couvre bien entendu plein de choses. Ça va de l'infrastructure avec la puissance de calcul, les réseaux, etc. Et puis ça couvre bien entendu aussi tout ce qui est interface aux machines, les portes d'entrée vers ces mondes synthétiques. Je suis pas exhaustif. C'est vraiment l'idée, c'est de vous donner quelques exemples. Je vous ai mis ici une vue d'artiste du casque de réalité virtuelle qu'Apple va sortir cette année. Apple, souvenez-vous, a quand même pas mal changé la donne quand ils sont rentrés sur l'industrie de la musique au début des années 2000. Ça a pas mal aussi changé la donne avec la sortie de l'iPhone. Donc quand un acteur comme Apple arrive sur un domaine, en général, ils ont aussi des casseroles, hein, ça n'a pas marché à tous les coups, mais souvent ça a été quand même synonyme de grosses transformations. Et puis si on regarde que ce soit le nombre de brevets qu'ils ont déposés ces 10 dernières années sur les sujets de réalité virtuelle, réalité augmentée, si on regarde les acquisitions qu'ils ont faites, les embauches qu'ils ont faites sur tous ces sujets-là, on voit qu'il y a vraiment une très très forte accélération. C'est l'exemple d'Apple, mais on voit exactement la même chose sur les autres sociétés. Alors souvent on me pose la question, mais ok, très bien, réalité virtuelle, gna gna gna, mais au final ça remplacera jamais les expériences qu'on peut avoir dans la vraie vie. Et du coup, peut-être fort heureusement d'ailleurs, et on pourra toujours faire la distinction entre le monde réel et le monde synthétique. Ben, en fait, rappelez-vous, le premier jeu vidéo, moi j'étais pas né, en 1972, premier jeu vidéo, je ne sais pas s'il y en a qui ont joué à Pong à cette époque-là, parmi vous. C'était vraiment très très basique, des pixels qui se baladent entre deux petites raquettes, d'accord? Donc c'était basique, c'était 2D, c'était sur l'écran. L'état de l'art aujourd'hui des jeux vidéo et des mondes synthétiques, c'est photoréaliste, c'est 3D, c'est immersif.
Et aujourd'hui, les casques de réalité virtuelle les plus avancés, on a quasiment atteint la résolution de l'œil. Donc, très bientôt, alors ça coûte encore très cher, mais comme ce sont des choses qui se développent de manière exponentielle, le prix décroît aussi de manière exponentielle, très bientôt, il sera virtuellement impossible de faire la différence entre une image synthétique et une image réelle. Et ça, c'est que le début de l'histoire, parce qu'il y a aussi énormément d'investissements qui sont faits sur toutes les interfaces brain-computer. On a fait une très grosse étude l'année dernière sur le sujet. Alors, ça peut paraître, ça peut sembler de la science-fiction. Alors, il y a des choses qui sont encore de l'ordre de la science-fiction, mais il y a déjà des choses, des solutions commerciales. Casque, par exemple, que vous pouvez acheter, vous mettre sur la tête pour contrôler, pour remplacer un joystick, pour faire bouger des choses, ou alors taper du texte. On arrive aujourd'hui à taper 90 mots à la minute par le pouvoir de la pensée. Ce n'est que le début. Ça peut être flippant, parce qu'en particulier, parmi ces solutions, il y a des choses qui sont invasives, donc c'est des chips qu'on se met dans le cerveau, et par exemple la start-up d'Elon Musk qui s'appelle Neuralink. Il y a aussi des choses qui sont non invasives, qui sont un peu moins flippantes, mais enfin bon, bref, quand on parle de propriété des données, etc., et qu'on commence à les trifouiller dans le cerveau, ça peut aussi poser plein de questions. Bref, donc voilà, on a 3 ingrédients. Explosion du nombre d'utilisateurs, toutes générations confondues, et en particulier chez les ados qui aujourd'hui achètent des oreilles de lapin virtuelles, mais qui demain achèteront d'autres choses, parce qu'on est en train d'ancrer des usages qui vont être pérennes. D'accord ? Il y a une extrêmement grande consommation de monde synthétique chez les ados, et dans 10 ans, ce sont les consommateurs. Deuxième ingrédients, je l'ai dit, ce sont l'avènement d'un certain nombre de plateformes sur la base desquelles ces nouvelles expériences, ces nouveaux usages, ces nouveaux business modèles vont pouvoir être construits. Et puis enfin, une accélération de l'augmentation de la maturité des technologies nécessaires à ce métaverse. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour vous en tant qu'entreprise ? Est-ce que c'est vraiment une révolution ? Moi, je pense que oui. On a essayé d'estimer la taille du marché. Alors, c'est quelque chose qui est très, très difficile à faire parce que tout dépend de qu'est-ce qu'on met dans le marché. Est-ce qu'on ne considère que les nouveaux usages, nouveaux services, nouvelles applications qui vont rentrer, ou au contraire, est-ce qu'on considère cette définition un peu englobante de futur d'Internet, auquel cas il faudrait tout mettre, y compris l'infrastructure ? Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de se concentrer sur vraiment qu'est-ce qui va être créé comme marché en plus de ce qui existe aujourd'hui quand on parle de l'économie numérique. Et en se concentrant là-dessus, on est déjà sur un marché qui se chiffre en centaines de milliards et avec une croissance d'ici 3 ans entre 30 et 40% par an. Donc c'est des choses qui vont très très vite. Il y a d'autres analyses qui ont été faites par d'autres analystes et par d'autres acteurs où on a une approche plutôt top-down, où on est même sur des marchés qui se chiffrent en trillions, donc en milliers de milliards. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes de cas d'usage ? On a fait tout un mapping des cas d'usage et je ne vais pas tout vous montrer, j'en ai sélectionné quelques-uns. Ce qu'on aime bien faire en général, c'est de segmenter le métaverse en métaverse consumers. Donc ça, c'est les nouveaux, on va dire, c'est ce qui est réservé aux individus. Donc c'est tout ce qui est expérience de socialisation, de gaming, participation à des événements, les interactions sociales, etc. Le métaverse entreprise, qui est un peu le futur des outils de collaboration et de travail à distance qu'on utilise aujourd'hui, mais qui sont en train de devenir beaucoup plus immersifs pour avoir une expérience qui est beaucoup moins dégradée que ce qu'on peut avoir, par exemple, quand on fait une conférence Teams. Et puis enfin, le métaverse industriel, où on est aussi sur cette notion de collaboration, mais cette fois-ci autour d'un... Chez Dassault Systèmes, ils parlent de collaboration technique, c'est-à-dire c'est une collaboration qui va se faire autour d'un asset industriel qui peut être par exemple le digital twin d'une usine, d'un moteur d'avion, etc. D'accord ? Donc il y a ces 3 types de métaverses. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit déjà aujourd'hui des applications dans quasiment tous les secteurs sur ces 3 types de métaverses. Et puis donc j'en ai
sélectionner quelques-uns. Je sais que vous en avez déjà parlé assez longuement ce matin, donc je vais passer assez vite. Donc il y a tout ce qui est travail à distance, avec notamment ici l'exemple de Horizon Workrooms qui est proposé par la filiale de Facebook Oculus. Il y a tout ce qui est formation, et je sais que vous en avez aussi parlé ce matin, formation, training à distance. La startup qui est là, qui s'appelle Striver, qui équipe déjà pas mal d'acteurs, dont ici c'est un exemple chez Walmart, qui permet de former à tout un tas de choses, que ce soit le customer service, des trucs autour de l'excellence opérationnelle, etc. Évidemment, c'est tout ce qui est participation aux événements. On l'a vu pendant les confinements, les événements sont devenus des événements qui se sont faits en mode très dégradé à distance. On a vu apparaître par la suite les événements hybrides. J'en profite pour saluer nos amis qui nous suivent à distance. Et donc, on a déjà pas mal de startups qui proposent des solutions qui permettent d'avoir des événements hybrides, mais de manière beaucoup plus immersive que ce qu'on peut avoir simplement en regardant l'écran et la captation qui est faite en live. Donc ça, c'était des cas d'usage, on va dire, au niveau métaverse entreprise. J'ai perdu le retour, là. Maintenant, je vais partager quelques exemples qui sont qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour des marques. J'ai choisi deux exemples dans le domaine du luxe et de la mode parce que c'est un secteur qui s'empare du sujet très très rapidement. Il y a beaucoup d'initiatives. L'exemple qui est là, dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'il est déjà un petit peu ancien, c'est un partenariat entre Gucci et Roblox. Et Gucci a vendu des sacs à main virtuels dans la plateforme Roblox pour la modique somme de $4000, ce qui est plus cher que l'équivalent de ce même sac réel. Alors ça peut paraître flippant, et souvent on me pose la question, mais pourquoi est-ce qu'on irait acheter un sac virtuel à $4000 ? Eh ben, exactement pour la même raison qu'on achète un sac Gucci plutôt que d'utiliser un sac en plastique Monop. Parce que ce n'est pas l'usage qu'on achète, c'est ce que ça représente, c'est le statut, c'est l'image que ça renvoie. Donc ça, j'entends des murmures dans la salle, ça peut paraître complètement surréaliste, mais c'est en train d'arriver. Et aujourd'hui, les jeunes qui achètent des trucs pour customiser leur avatar, ils achètent des trucs à $1, à $10, et demain, ça va être une véritable économie. Ensuite, deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'il va y avoir un accroissement de la continuité entre ces assets ou ces objets virtuels et objets réels. C'est un exemple qui date déjà un petit peu, qui était chez LVMH. Et ce qu'on va voir apparaître, c'est de plus en plus de... c'est vraiment j'achète l'objet réel et en même temps j'achète son équivalent virtuel pour que quand je retrouve mes collègues ou mes amis dans un monde synthétique, je puisse aussi utiliser ces assets. Donc ça, c'est du réel vers le virtuel. Et du virtuel vers le réel, il y a déjà des choses qui sont en train d'apparaître, où par exemple certaines marques organisent des concours dans leur communauté de consommateurs ou de consommatrices pour, par exemple, designer la Nike de vos rêves ou la gazelle de vos rêves, puisque je porte des gazelles. Et si cette gazelle ou cette Nike est populaire dans le monde synthétique, alors on la produit dans le monde réel. D'accord ? Donc on va aussi vers une continuité entre le virtuel et le réel. Avant-dernière chose dont je voulais vous parler, c'était ce que j'appelle une YouTubeisation de l'économie. L'exemple que je viens de donner avec le concours pour créer la gazelle ou la Nike de vos rêves, c'est des choses qu'on commence à voir, c'est émergent, mais c'est annonciateur de quelque chose qui va être révolutionnaire en termes de modèle économique. Parce que si vous prenez encore une fois le domaine de la mode, et c'est pas vrai que dans la mode, il y a d'autres secteurs où on a un peu ce genre de phénomène. Secteur de la mode, aujourd'hui, la figure de proue, c'est le créateur, c'est le designer, c'est l'artiste. Et si demain, la création est faite dans un premier temps, dans un monde synthétique, dans un monde virtuel, par la foule, par vous et moi, ça va changer complètement le paradigme de comment est-ce qu'on gère la création. Vous voyez ce que je veux dire ?
Voilà, donc de la même manière que YouTube est une plateforme qui permet d'une part de consommer du contenu vidéo et d'autre part de créer et de uploader et de faire la promotion de contenu vidéo, on va avoir, et on a déjà commencé à avoir, la même chose pour des objets et des assets réels. Dernier cas d'usage que je voulais partager avec vous, c'est dans le domaine de l'aéronautique et du transport. Et là, ce qu'on voit, il y a déjà des sociétés, des entreprises qui proposent des choses sur les 3 catégories de métaverse dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, par exemple, in-flight entertainment. Vous savez que les écrans qui sont dans les sièges d'avion, c'est le 2e système le plus cher après les moteurs dans l'avion. Ça coûte très cher à développer parce que ça doit être certifié, etc. Il y a quelques années, Netflix est venu bousculer un petit peu ce marché parce que Netflix a proposé une solution aux compagnies aériennes en disant « c'est pas la peine d'acheter des avions avec des écrans, les gens ont déjà leur tablette ». Et donc nous, Netflix, on va vous proposer la solution qui va permettre de streamer du contenu aux gens directement sur leur tablette. Donc ça, c'est un peu première vague de disruption. Mais aujourd'hui, on commence à avoir des acteurs qui proposent aux compagnies aériennes des systèmes de in-flight entertainment qui sont plutôt à base de casques, de manière à ce qu'au lieu de regarder le film sur l'écran de votre smartphone ou sur votre tablette, vous avez devant vous virtuellement un écran de cinéma. D'accord ? Donc ça, c'est un niveau de disruption au niveau du metaverse consumer. Au niveau du metaverse entreprise, il y a tout ce qui est formation des pilotes, formation comment ça s'appelle, du personnel de bord, ça s'appelle pas comme ça. Comment on appelle ça ? Ouais, les hôtesses, les stewards, tout ça. Donc formation et formation des pilotes, qui est un marché qui se développe très très rapidement, et qui n'est pas nouveau, mais qui est en pleine explosion. Et puis, bien sûr, au niveau du métaverse industriel, donc là, c'est tout ce qui est digital twin de certaines parties de l'avion, que ce soit les moteurs ou carrément de l'avion dans sa globalité. Voilà quelques cas d'usage que je souhaitais partager avec vous. Maintenant, je termine, c'est mon slide un peu de conclusion, enfin mes 2 slides de conclusion. Quelles sont les questions que ça peut poser aux entreprises? Ce sont des questions qui sont, sinon stratégiques, au moins des questions importantes. Elles ne sont pas forcément dans un ordre spécifique, là c'est un petit peu random. Première grande question, c'est comment est-ce que les entreprises traditionnelles vont gérer l'émergence de ce qu'on appelle des DNVB, des Digital Native Virtual Brands. Donc ce sont des acteurs qui vont proposer le même type de service ou de produits à l'intérieur de ces mondes synthétiques, mais qui sont nés à l'intérieur de ces mondes-là. Donc comment est-ce que, en tant qu'entreprise traditionnelle, je fais face à cette nouvelle concurrence? Je reviens un tout petit instant sur le voyage. Si demain, on peut avoir des expériences de voyage virtuel qui sont quasiment aussi bonnes qu'un voyage réel, voilà, comment est-ce que en tant qu'entreprise qui vend par exemple des voyages aériens, comment est-ce que je réagis? Ensuite, deuxième grande question, comment est-ce que je gère ce continuum entre le virtuel et le réel, en particulier quand on souhaite vendre des assets, des produits à la fois dans ces 2 espaces, et dans un sens comme dans l'autre. Troisième question, comment est-ce que je contrôle dans une certaine mesure et comment est-ce que je tire le meilleur profit de ce que j'ai appelé tout à l'heure cette YouTubisation de l'économie, c'est-à-dire le fait que la création, l'innovation, le design peut et va venir de plus en plus des clients, des usagers, des consommateurs, ou en tout cas d'un écosystème externe à l'entreprise. Comment est-ce que je gère tout ce qui est contrefaçon? Donc ça, c'est pas une question qui est nouvelle, ça existait déjà dans le monde réel, mais qui va se poser encore plus dans le monde virtuel, parce que vous le savez, une copie numérique, elle est fidèle à 100%. Donc là, ce sont tous les sujets qui tournent, qu'on associe beaucoup au métaverse, sont les sujets autour de la blockchain et du NFT. Et puis enfin, dernier point qui est, à mon avis, une des incertitudes critiques, c'est la question de l'interopérabilité. Aujourd'hui, le métaverse tel qu'il est envisagé par les grandes entreprises qui mènent la danse n'existe pas. Et il n'existera pas avant au moins 5 ou 10 ans, ne serait-ce que parce que les technologies nécessaires au fonctionnement
à son fonctionnement ne sont pas encore là. L'infrastructure réseau, l'infrastructure qui est nécessaire pour la puissance de calcul n'existe pas encore. Il y a déjà des cas d'usage qui existent, mais ces cas d'usage, moi je parlerais plutôt de proto-métaverses, c'est-à-dire des espèces d'embryons de métaverses. Et ces embryons de métaverses, aujourd'hui, ne sont pas interconnectés. Si j'achète un asset virtuel sur une des plateformes, je ne peux pas la passer dans une autre plateforme, dans la majorité des cas. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, à la fin des années 90, quand on utilisait Internet, moi je me souviens très bien, chez mes parents, première fois qu'on a eu Internet à la maison, le fournisseur d'accès qu'on utilisait, c'était AOL. Qui a utilisé AOL parmi vous? Vous vous souvenez de la petite musique, vous avez du courrier, le petit mot quand on se connectait, puis l'environnement tout jaune. Et moi, il y a un autre truc dont je me souviens, c'est que quand on utilisait AOL, on ne pouvait pas échanger des ressources ou communiquer avec ses potes qui étaient sur CompuServe. J'avais un autre geek dans ma promo et je ne pouvais pas échanger avec lui parce que lui, il était chez CompuServe, chez ses parents. Et donc, ça paraît un peu bizarre parce qu'aujourd'hui, c'est comme si vous étiez chez Free et puis moi chez SFR, c'est comme si on ne pouvait pas s'envoyer des mails. Et donc, il n'y avait pas d'interopérabilité. Et aujourd'hui, ces métaverses, aujourd'hui, il y a encore assez peu d'interopérabilité. Et ça va être absolument clé pour avoir véritablement cet avènement du métaverse tel qu'il est envisagé par les grands acteurs du domaine. Ces grands acteurs vont avoir plutôt tendance à ne pas vouloir d'interopérabilité pour garder captifs les utilisateurs, mais les marques et puis les utilisateurs, eux, au contraire, vont plutôt avoir envie qu'il y ait de l'interopérabilité. Donc il va y avoir cette tension, et l'avenir dira si on aura le métaverse ou une collection de métaverses qui ne seront pas connectés les uns avec les autres. Voilà, et puis donc, je termine là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en tant qu'entreprise? Donc, il y a des choses qui sont assez classiques que je vous propose sur ce slide. Déjà, c'est s'acculturer. S'acculturer, ça veut dire acculturer à la fois les collaborateurs, des gens qui sont sur le terrain pour voir quels pourraient être les cas d'usage concrets qu'on pourrait essayer de tester dans les entreprises, mais c'est aussi acculturer le top management. Qu'est-ce que ça veut dire, ce métaverse? Donc, notamment en participant à ce type d'événement comme vous êtes en train de le faire. Ensuite, commencer à mettre un orteil ou le pied ou le bras dans le métaverse à travers des cas concrets, des cas d'usage concrets. Donc, commencer à mapper les cas d'usage qui sont pertinents pour vos entreprises, pour vos secteurs, pour tester des choses, voir ce que ça donne, etc. Et ça permet de, bien entendu, commencer à construire un certain nombre de capabilities autour du sujet, que ce soit des connaissances, du savoir-faire, un réseau de partenaires, etc. Et puis, petit à petit, bâtir une vision long terme sur qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour moi, le métaverse, dans 5 ans ou dans 10 ans. Et donc là, ce que je viens de raconter, en fait, c'est exactement la même chose qu'on a vu il y a quelques années quand les entreprises ont commencé à se poser des questions sur la transformation digitale. Je vous remercie pour votre attention. C'est nous qui vous remercions. C'est nous qui vous remercions, Albert Mege, sur la présentation de cette économie du métaverse. On a vu qu'elle était vraiment réelle, cette économie du métaverse, et elle devra répondre aussi à des enjeux, celui de l'interopérabilité des métaverses.